La sortie de Maître Adrien Ngwedi, l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'était ce dimanche à l'occasion de la présentation des vœux. Il a sorti un certain nombre de propos. Il a parlé de l'exclusion, il a plaidé également pour le retour de ce qu'on appelle les exilés politiques. Il a parlé également de la libération, il a plaidé pour la libération de ce que d'aucuns appellent les détenus politiques. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit que si certaines choses se passent ces derniers moments, c'est parce qu'il y a de l'exclusion. Je vais essayer de le citer. Ce que nous voyons là, il faut être franc et honnête, c'est la conséquence de l'exclusion. Il se prononçait ainsi par rapport aux dernières actualités, l'actualité relative à l'affaire Bokor Olivier et Osrat Khomeki. Maître Adrien Ngwedi a également dit, si l'état de droit était respecté, si nous ne faisions pas des lois liberticides, personne ne serait contraint à l'exil. Personne ne serait en prison pour des raisons politiques. Ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. C'est que ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons organisé la conférence nationale des forces vives de la nation. Alors, du coup, les propos de Maître Adrien Ngwedi ont suscité beaucoup de polémiques dans le rang de l'opinion publique. Quel regard peut-on porter sur ces propos? Maurice Guédénon. Oui, la polémique après la sortie de Maître Adrien Ngwedi. Moi, ceux qui le critiquent, je me demande s'ils ont vraiment écouté Maître Adrien Ngwedi. Vous estimez que la polémique n'en est pas une, c'est ça? Non, pour moi, il n'y a pas... Il ne devait pas y avoir polémique. Non, du tout pas. Pourquoi? Parce que le gars, il a dit de façon honnête et franc. Il veut être honnête avec lui-même d'abord. Il veut être franc à un moment donné qui n'a pas envie de voir certaines personnalités politiques revenues au pays. Comme écoutez, Sébastien Adjavon, Valentin Dianotin, qui n'a pas envie que ceux-là reviennent, qui n'a pas envie au Bénin de voir Joël Aïvo sortir des gioles, Christian Madougou libéré, récemment ceux qui ont été emprisonnés aussi pour complot contre l'autorité de l'État, Olivier Bokor, Oswald Omeki, qui n'a pas envie de les voir sortir et qu'on s'asseye pour discuter. Parce que ce qui est important de souligner dans ce que Maître Adrien Ngwedi a dit, il a dit que si nous arrivons à cette situation, c'est parce qu'à un moment donné, on sait donner des tests qui nous mettent en difficulté. Mais Wilfried Abrassou, quand on parle du code électoral, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la société civile, les acteurs politiques, beaucoup appellent à ce qu'on revoie ce test, ce code. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les potes, on s'écoute pour revoir ce qu'il y a à revoir dans ce code-là? Non. Et quand on a l'impression qu'on n'est pas écouté, c'est en ce moment-là que certains peut-être peuvent essayer de penser à vous déstabiliser ou à vous nuire. Et c'est ce qu'il a souligné. Mais celui qui parle, il sait ce qu'on appelle... Mais il y a une voie normale pour prendre le pouvoir. Oui, je suis d'accord. Raison pour laquelle il a dit, ce sont vos tests qui vous donnent l'opposition que vous aviez. Si vous n'écoutez personne, c'est vrai que personne ne souhaite un coup d'État. C'est depuis 90, on a mis une croix sur ça. Mais Wilfried Abrassou, qui parle? Adrien Ngwedi. Qui est Adrien Ngwedi? C'est la question qu'il faut se poser. Adrien Ngwedi a connu ce qu'on appelle l'exil. Adrien Ngwedi a été emprisonné pour complot contre l'État dans ce pays. Donc il sait de quoi il parle. Moi, j'ai lu un peu ceux qui l'ont critiqué, mais j'ai vu que ceux qui l'ont critiqué ne sont pas les vrais acteurs, les vrais soutiens. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Non, mais le timing, peut-être il a attendu. Il a attendu pour voir si la situation... Que tout se gâte? Non. Il a attendu pour voir si la situation va s'améliorer à un moment donné. Il constate que chaque fois, ça ne s'améliore pas. Et ce qui est important de souligner, mais quand il demande qu'on s'asseye, qu'on aille sous l'arbre à palais pour échanger, c'est parce que souvent, ceux qui nous gouvernent écartent le dialogue quand ils sont en mesure de se représenter. Là, ils ne veulent pas écouter, ils foncent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en 2026, Patrice Talon sera encore candidat? En tout cas, tout calcul fait, c'est non. Donc, pour permettre à ceux qui vont le succéder d'hériter d'un pays apaisé, un climat politique calme, il faut qu'on s'asseye.
Il faut qu'on discute de vivre ensemble. Certes, le pays se développe. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites. Les choses changent, les choses évoluent. Mais est-ce que le climat politique est calme et apaisé? La réponse, tout le monde la connaît. Jacques Manassé, les propos de Maître Adrien Ngbeji qui suscitent beaucoup de polémiques. Vous avez écouté Maurice Guédelon, il estime qu'il ne devrait pas y avoir polémique parce que l'homme ne fait que dire ce que certains disent peut-être tout bas. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas pourquoi il y a polémique. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? D'abord, il faut partager ce diagnostic qu'il a eu à faire. Nous l'avons souvent fait sur ce plateau. Nous avons souvent dit, je me rappelle encore il y a une semaine sur ce plateau, quand vous regardez les repères, vous vous rendez compte que ce sont des lois qui sont à l'origine de certains actes. Nous l'avons toujours dit. Et en plus, nous avons encore dit ici qu'à un moment donné, il va falloir que les gens s'asseyent pour aplanir les choses. Donc, Adrien Ngbeji n'a rien dit d'extraordinaire. Maintenant, bon, la polémique, pour moi, ça pourrait naître si ceux qui critiquent Ngbeji trouvaient que ce n'était pas une priorité ce qu'il disait. Parce que quand on parle d'un État et que on vient présenter les vœux, je crois que comme priorité pour moi aujourd'hui, c'est la sécurité des Béninois qui sont sur les lignes de front, par exemple dans le nord du pays, leur permettre à ces paysans d'aller en toute quiétude dans leurs fermes, travailler, produire pour nous nourrir, nous autres qui sommes dans les grandes agglomérations. Je crois que le bien-être, si le bien-être était au cœur de la controverse, de ces controverses, j'allais comprendre. Mais lorsque vous estimez qu'il a manqué de s'intéresser à ce pan sur le plan social, c'est ça? Est-ce que vous voulez dire? Je dis, il a choisi son sujet. Il a choisi ses angles. Voilà. Okay. Maintenant, est-ce que c'est le plus important pour que ça fasse polémique? N'oubliez pas, les hommes politiques, quand ils posent un acte, lorsqu'ils font une déclaration, ils espèrent toujours un résultat. Il y a toujours un objectif derrière chaque acte. Et n'oubliez pas, nous sommes à un an, quelques mois de la fin du mandat. Et beaucoup pourront dire que c'est le syndrome de fin de mandat. Et mieux, vous savez, tout a commencé peut-être autour de 2019. Mais en 2019, déjà, certains étaient déjà en exil. Ou du moins, c'est certains qui étaient partis pour étudier sont devenus brutalement des exilés. Ok. À cette époque-là, à partir de 2019, ils sont partis pour étudier. Bon, je ne veux pas revenir là. Non, mais je ne veux pas revenir. Non, mais quand même, j'aimerais souligner quelque chose à. Mais lorsqu'il partait, j'aimerais souligner quelque chose à Jacques. Non, mais il disait tout à l'heure qu'il partait pour. Ce n'est pas une polémique. C'est juste pour lui rappeler quelque chose quand même que celui qui est en train de parler. Mais il a quand même des dossiers, il a eu à se présenter devant la justice, il ne faut pas l'oublier. Vous parlez de Komi Koutié, c'est ça? Bien sûr. Ok, c'est ça. Vous parlez de Komi Koutié. Je dis, entre autres. Je dis, en 2019, au moment où la crise commençait, lui-même, Adrien Ngbeji, il a joué quel rôle? Il était à quelle fonction? C'est trop facile aussi de venir jeter la responsabilité aux autres sans pouvoir dire. Parce que quand on dit, il faut qu'on remette tout sur la table et qu'on essaye de se comprendre et partir sur de nouvelles bases. Il faut que chacun puisse aussi dire sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. La charte des partis politiques, sur les partis politiques, qui est à l'origine de tout, c'était voté sous qui? En tant que président de l'Assemblée nationale, tout part de là. Donc chacun a un rôle ou a joué un rôle dans ce qui nous arrive. Seulement moi, je trouve que ce débat, c'est des débats d'intérêt de quelques politiciens. Et que le peuple, les presque 14 millions de Béninois, ce n'est pas la priorité pour ces gens-là. La priorité pour ces gens, c'est comment manger convenablement, comment se soigner convenablement,
comment éduquer convenablement les enfants, comment avoir un toit et la sécurité. Et c'est cela, ce qui, pour moi, me paraît le plus important. Les politiciens nous amènent sur des terrains peut-être pour nous amener à ne pas opiner sur un certain nombre de sujets. Ils aiment faire de la diversion. Et il faut être vigilant, surtout en ces moments. Et d'après vous, c'est ce que Maître Adrien Ngouilly a fait le dimanche, c'est ça? C'est ce qu'il a fait? Essayons de voir le contexte. Nous sommes dans un contexte d'insécurité grandissant ou récurrent dans le nord du pays, surtout au niveau des frontières, Burkina et le Niger. Et il y a des attaques tout le temps. Mais cela devrait être la préoccupation de nos hommes politiques. Mais il se fait que nos hommes politiques ne s'occupent pas de cela. Mais c'est comment tel un des leurs qui serait en prison ou en exil, comment faire pour que ceux-là puissent revenir? C'est leur droit. Mais il faut que le peuple aussi puisse leur rappeler que la priorité, c'est peut-être comment mieux. Ok, d'accord, manger. On a compris. Alors, Rudolf Karl, vous qui avez suivi cette actualité relativement à la sortie de Maître Adrien Ngouilly, à 83 ans, il faut le dire, beaucoup se demandent, mais où est-ce qu'il était? Puisqu'on a toujours su que Maître Adrien Ngouilly est dans ce pays, et pourquoi c'est maintenant qu'il parle d'exclusion? Pourquoi c'est maintenant qu'il parle de loi liberticide? Pourquoi c'est maintenant qu'il plaide pour le retour de ce qu'on appelle les exilés politiques? Pourquoi c'est maintenant qu'il plaide pour la libération de ce qu'on appelle les détenus politiques? Est-ce que c'est pas une manière pour lui de fuir ses responsabilités, M. Karl Rudolf? Alors, est-ce que Maître Ngouilly nous a dit qu'il fuyait ses responsabilités? Dans ce qu'il a dit, je pense que ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas transparu. Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il voulait fuir ses responsabilités parce que, bon, comment pourrait-il les fuir alors que tout le monde l'a vu faire? Maintenant, il n'est jamais tard pour se rattraper, bien faire. Et mieux vaut tard que jamais. Alors, moi, je retiens une chose de la déclaration de Maître Ngouilly, c'est le niveau le commencement de son discours où il disait que tout ce qui se passe maintenant est la preuve, est la conséquence de l'exclusion. Conséquence de l'exclusion, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu exclusion, on ne serait pas en train de vivre tout ce qu'on a vécu, notamment ce procès de complot contre l'autorité de l'État. Alors, moi, j'ai suivi tout le procès de Obé Omeki et les éléments qui ont le plus retenu mon attention, c'est au niveau du réquisitoire du procureur. Le procureur. Où il disait que le projet de coup d'État a commencé après la modification du code électoral. Ça, c'est fondamental. Il a dit. Le projet du coup d'État a commencé après la modification du code électoral. Que Omeki et consorts ayant vu que leur champion n'a plus aucune possibilité de candidater à la présidentielle, ils ont entrepris de prendre le pouvoir par la force. Ça veut tout dire en fait. S'il n'y avait pas eu de modification du code électoral, peut-être n'aurait-il jamais eu de projet de coup d'État. Donc ce que Maître Adrien Ngouilly a dit, ça veut dire que les autorités elles-mêmes en sont conscientes, tout au moins le procureur qui a fait son réquisitoire, que nous avons tous suivi. Chose surprenante, pour une première fois, on a retrouvé un réquisitoire du procureur dans la presse, alors que c'est censé rester dans le cadre typiquement du tribunal, de la salle d'audience. On n'a rien dit à propos, et puis bon, des médias ont même mis ça sur le site internet, et puis ça passe comme lettre à la poste. Vous voyez, le sujet... Donc c'est un peu surprenant. C'est quand même très surprenant. Ça, c'est une parenthèse. Ça sort de l'ordinaire. Oui, ça, c'est une parenthèse ouverte et fermée. Mais peut-être que si on n'avait pas modifié le code électoral, il n'y aurait jamais eu de projet de coup d'État. En tout cas, c'est le procureur qui l'a libellé ainsi. Ça veut dire que si on fait des lois à tendance exclusive, il y a de gros risques
de déstabilisation du pays. Ceux qui font ces lois-là font peser sur le pays des risques de déstabilisation, de coup d'État. C'est pas terminé. Bon, on ne va pas, dit-on, encourager les gens à passer par les voies détournées pour tenter de prendre le pouvoir. Mais quand on ne crée pas les conditions d'une compétition saine, libre et transparente, les gens vont... C'est comme l'eau que vous essayez de bloquer. Quand on bloque le passage de l'eau, ils trouvent une autre voie pour une autre issue. C'est un peu ça. Qu'on laisse le jeu démocratique s'exprimer, et puis on ne serait pas à soupçonner les gens. Mais il ne faut pas trop verrouiller les choses. Bon, si c'est trop verrouillé, les gens vont sortir. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de respirer. C'est ça le fait. Ils vont trouver des moyens pour survivre. Un acteur politique, c'est quoi son objectif premier? C'est de conquérir le pouvoir. Quand vous verrouillez toutes les issues, il va commencer à imaginer des plans totalement bizarres, des plans suicidaires pour lui-même et pour la population pour aller conquérir le pouvoir. Donc, c'est ce que Maître Adrien Humbedi a dit, que l'intéressé dont il est question n'est pas son ami. Il a dit. Mais il y a eu cette affaire-là à cause de l'exclusion. Le procureur aussi, bon, Maître Adrien Humbedi n'a fait que confirmer ce qu'il y a dans le réquisitoire du procureur spécial de la CREI. Donc, il faut ouvrir le jeu. Les détenus politiques, ceux qu'on appelle détenus politiques ou bien exilés là, en tout cas, en toute honnêteté, quand vous faites un petit sondage dans la population, qui ne veut pas qu'ils rentrent? Qui ne veut pas qu'ils rentrent? Bon, on se dira peut-être pourquoi Maître Adrien Humbedi a attendu tout ce temps avant de se rendre compte de ces réalités maintenant. Bon, c'est un acteur politique et Maître Adrien Humbedi, il n'est pas un inconnu sur la scène politique. Nous connaissons ses façons de jouer. Hein, c'est toujours le monsieur qui clignote à droite et qui rentre à gauche. C'est ça. Donc, il a peut-être senti venir la fin, comme le disait Jacques tout à l'heure, le syndrome de fin de mandat. Non, il estime que le contexte s'y prête. Le contexte s'y prête. Non, le contexte ne s'y prêtait pas avant. Bon, il y a 2 ans, 3 ans. Hein. Oui, le contexte ne s'y prêtait pas parce que le président Talon était, comment dit-on, ses actions étaient incontestables et puis pour circuler tranquillement dans ce pays, il ne fallait pas oser. Maintenant qu'il sent la fin venir, bon, il se dit le vent est favorable maintenant pour exprimer ses vraies idées. Peut-être qu'il participait au jeu juste pour ne plus faire l'opposition comme il avait dit. Adrien Humbedi a dit que lui ne ferait plus jamais l'opposition. Maintenant que le pouvoir est finissant, il est en train de chercher à se repositionner. Donc c'est un acteur politique qui est en train de jouer le jeu de la politique. Donc on parle déjà de l'inconstance de l'homme, hein? Oui, mais bon, ça c'est un fait. Adrien Humbedi, l'inconstance, tout ce que vous pouvez dire de lui, bon, il nous en a donné la preuve à 1001 reprises. Donc, il regarde la direction du vent. Il regarde la direction du vent et puis il est fidèle à ses stratégies politiques. C'est un peu ça. Mais bon, quand on l'accuse, on dit qu'il est inconstant, il est si, oui, c'est un fait. Mais Adrien Humbedi demeure égal à lui-même avec ce qu'il a dit. Et puis ce qu'il a dit là, peut-être qu'il a senti maintenant le moment venir pour exprimer comment dit-on, la volonté populaire, parce que bon, quand vous allez dans les rues de Cotonou, tendez un peu votre micro, les gens vous disent bon, ils sont trop restés en prison, il faut les sortir maintenant. Hein? Donc c'est dans cet ordre d'idée, il a surfé sur la vague, comme on le dit. Donc il faut que le président Talon peut-être essaie d'écouter son ami Adrien Humbedi. Il dit la pure vérité que toutes les Béninoises et Béninois disent. Il faut maintenant passer à l'autre étape et puis peut-être s'arranger une sortie honorable, parce que le président Talon, il ne faut pas l'oublier, en 2006, selon la Constitution, il est partant. En 2026. Autant pour moi, en 2026, selon la Constitution, il est partant. Donc, dans ce cas de figure, on essaye d'arranger sa sortie de parti en laissant dans la tête des populations qu'on a quand même trouvé la solution aux problèmes de tous les jours, aux aspirations populaires. D'ailleurs, on va aborder cette partie tout à l'heure dans l'émission, puisque le chef de l'État lui-même rêve d'être porté en triomphe par les Béninois. À quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut proposer? Parce que le plus important est que le chef de l'État termine son mandat en beauté. Alors, dans Dinois Sani, par rapport à cette sortie de Maître Adrien Humbedi,
c'est vrai que l'homme, on le connaît, hein. Il estime que le contexte s'y prête. Oui, il estime que Et c'est maintenant ou jamais. À 83 ans, qu'est-ce qu'un homme de cette trempe peut encore réclamer? Non, c'est un animal politique. Il demeure homme politique jusqu'à la fin de ses jours. Et il a appris à faire de la politique et il ne fera que de la politique. Donc il ne faut pas être étonné de l'entendre réagir sur des sujets de ce genre. Les propos qu'il a tenus, ces propos ne vous surprennent pas? Ces propos surprennent. Et dans le camp du président, les réactions que nous avons, quand vous analysez bien, vous ne pouvez qu'avoir ce genre de réactions. Pourquoi? Vous appartenez à un groupe où vous quittez carrément. Vous appartenez à un groupe et vous êtes dans le groupe et vous émettez des critiques. C'est ce qui est gênant parce que ce qui se passe... Il est de la mouvance. Il est de la mouvance. Et il critique la mouvance. Il critique la mouvance. Entre griffes. Oui, il aurait dû conditionner son appartenance à la mouvance à le règlement d'un certain nombre de problèmes. Il parle de démocratie, il parle de liberté, mais ces problèmes existaient avant l'arrivée du PRD, du PRD dans l'UP, le renouveau aujourd'hui. Maître Adrien me dit, n'en pas fait cas. Il se fait que c'est à 1 an de la fin du mandat qu'il commence par déblatérer. Alors, dans le camp de la mouvance, on ne comprend plus rien. On se demande, est-ce qu'il est avec nous ou il est en train de partir? Ça, vous êtes en train d'analyser les propos, le contexte. Hein? Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas que, vous l'avez dit, hein, certains l'ont relevé sur ce plateau, parce qu'en fin de mandat, les langues commencent par se délier. Pourquoi c'est sûr comme ça? Oui, mais les confrères l'ont dit tout à l'heure, on parle de repositionnement. Repositionnement parce que le pouvoir est finissant. Dans un contexte où personne n'ose lever le petit doigt pour dire que je vais être candidat? Ah, mais quand vous prenez un monsieur comme Maître Adrien Oumbouji, lui, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Donc, il est libre d'émettre des critiques, il est libre de dire voilà la direction que moi je veux suivre. Même si de l'autre côté, les gens ont peur de lever le petit doigt pour dire au chef voilà ce que. Maurice Guédé, dans cette ambiance de fin de mandat, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à d'autres révélations dans les jours ou semaines à venir? Oui, Wilfried Arassou, il faut bien observer le contexte parce que c'est très important. Nous sommes en fin de mandat et j'ai rappelé quelque chose. Il faut savoir que celui qui est là, théoriquement, quand on fait toutes les analyses et tous les calculs, celui qui est là ne va pas se représenter en 2026. Mais il a dit qu'il sera très actif. Oui, mais ce que je veux dire rien ne se passera sans lui et derrière lui. Oui, et c'est ce que je voulais dire en évoquant ce sujet. En 2021, Patrice Talon pouvait se représenter. Vous voyez un peu. Quand le jeu est comme ça et celui qui gouverne a encore la possibilité de se représenter aux élections, on fait très attention à ce qu'on dit. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle il y a certaines déclarations ou certains soutiens n'ont pas eu le courage de dire certaines vérités. Parce que, attention, il est encore là. Maintenant, en 2026, ça sera peut-être quelqu'un de son camp ou de l'autre camp. Mais lui-même, il serait plus candidat. Donc, du coup, les langues se délirent. On dit toutes sortes de vérités. Et Adrien Oumbouji a voulu faire passer un message très important. C'est que le PRD n'est pas totalement mort. Il a dit qu'il le porte encore dans son cœur. Ce qui veut dire qu'il peut arriver. À un moment donné, c'est des signaux qui sont en train de nous envoyer. À un moment donné, a dit, mais à un moment donné, je ne compte penser plus à ce que Madame Prudencio, je crois, a eu à faire avec récemment. Le BR. Mais écoutez, Madame Claudine Prudencio. Faut voir ceux qui sont allés lui présenter des vœux. C'est pas les militants du parti Union Progressiste, le Renouveau. Comme ça, ce sont les militants PRD. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut essayer est-ce que ces militants PRD au sein de la grande famille de l'Union Progressiste, le Renouveau, ne se sentent pas à l'aise et ont voulu demander à leur leader charismatique, maintenant là, il faut nous trouver une autre porte, il faut nous repositionner parce que là où nous sommes, nous nous sentions plus bien. Est-ce que c'est le message qu'il a envie d'envoyer?
Parce qu'il faut, après quelques heures ou le lendemain de sa déclaration, c'est le rôle du bureau politique qui allait lui présenter les vœux. Donc, vous voyez, est-ce qu'ils ont compris que, attention, là où nous sommes en train d'aller, si nous ne rebattons pas les cartes, si nous ne revoyons pas les choses, nous risquons de perdre le PRD. Il a dit que si le PRD est dans l'Union progressive, le renouveau, le PRD ne s'est pas totalement fusionné. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le logo n'a pas disparu. Ça veut dire qu'à un moment donné, le logo peut encore quitter ce baobab et se retrouver seul. Et il a plusieurs fois fait, on a vu le PRD dans l'Union fait la nation, mais à un moment donné, le PRD s'est ressuscité encore. Les constances du PRD. Mais, Wilfried Awassou, les acteurs politiques, ce qui les intéresse, c'est d'abord leur intérêt. Il faut le reconnaître, c'est d'abord ça qui les intéresse. Où se mettre pour être en vue? Où il faut se mettre pour être du côté... Mais les lois récemment votées ne permettent pas cela. Hein. Mais c'est ce que... raison pour laquelle il a dit, nous sommes à un carrefour, il faut s'asseoir pour échanger. Est-ce qu'il faut continuer avec ces lois-là? Est-ce qu'il faut continuer si ces lois nous créent autant de problèmes? Est-ce qu'il faut continuer avec ces lois? On prend le simple exemple du parrainage. Celui qui est parrain, la nouvelle loi, le code électoral interdit que c'est d'abord son parti politique qui doit lui dicter la conduite. Dites seulement que c'est le parti qui et non seulement ça, il ne peut pas soutenir 2 candidats à la fois. Et il ne peut même pas soutenir autre candidat que le candidat de son parti politique. Vous voyez un peu. Maintenant, on a toujours applaudi cela. Mais oui, Wilfried Awassou, qu'est-ce qui a amené les problèmes en 2021? De 2019 jusqu'en 2021. 2019, on avait parlé de quoi? Certificat de conformité. On a vu tout ce qui s'est passé après les élections législatives de 2019. En 2021, on a parlé de quoi? Parrainage. On a vu qu'est-ce qui a fait que certains se retrouvent en prison. Disons-nous la vérité. Disons-nous certaines vérités. Donc, il faut que, à un moment donné, nous éprouvons les lois. Si nous voyons que, après avoir explorer ou mettre en œuvre ces lois, nous constatons que les lois nous créent plus de problèmes qu'elles en règlent, que ces lois règlent de problèmes. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on échange. Ça ne nous coûte rien de nous asseoir. Est-ce que le contexte qui a précédé la conférence des forces vives de la nation dans les années 1988, 1999, 89, donc avant 1990, est-ce que c'est le même contexte? Pour que vous parlez aujourd'hui de table ronde. Même si c'est pas le même contexte, est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui, j'ai souvent rappelé, est-ce que le vivre ensemble aujourd'hui ne pose pas problème? Est-ce que la confiance que les gens avaient en nos institutions, est-ce que cette confiance demeure? Il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, observez bien, tout à l'heure, mon confrère qui nous vient Carl l'a dit, que à un moment donné, les gens interrogeaient il faut interroger les citoyens. Ils ont dit, ceux qui sont là, ils ont eu le temps, ils ont fait quand même des années déjà, sortons-les. Est-ce qu'en 89, les gens n'étaient pas en exil? Est-ce qu'on ne reprochait pas aux gens? J'ai rappelé que celui qui parle, il sait de quoi il parle. Adrien Ngwedi a fait l'exil. Il a été condamné à mort dans ce pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas le même contexte, est-ce que l'horizon ne nous présente pas des schémas similaires? C'est ce qu'il faut voir aussi. On peut s'asseoir et ne pas faire une conférence des forces de la nation bis. Ça peut ne pas être ça. Mais s'asseoir, échanger et dire, mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que foncer sans écouter personne, nous risquons de faire plus de tort. Foncer pour dire, nous sommes donnés des lois. Oui, le code électoral est voté. Vaille que vaille, on va l'appliquer. Mais écoutez, est-ce que les acteurs, les confessions religieuses qui demandent à ce qu'on s'asseye, que le code soit revu, est-ce que ceux-là sont des acteurs politiques? Est-ce qu'ils sont manipulés? Autant d'interrogations. Jacques Manassé, pour clore ce débat et aborder notre sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous voyez, le contexte, comme j'ai commencé par le dire, nous sommes dans un contexte de fin de mandat où la tradition au Bénin voudrait que on commence par se repositionner. Le cadre juridique, malheureusement, n'est plus le même. Et c'est cela qui dérange. Aujourd'hui, il est difficile pour des gens
de se dire candidat parce que impossible de se faire parrainer. Et heureusement, on nous l'a annoncé que d'ici 25 mars, les partis de la mouvance pourront commencer par nous dire qui pourrait être leur candidat. Le cadre juridique a changé fondamentalement. Et nos habitudes n'ont pas pu suivre. C'est de cela qu'il est question en réalité. Notre cadre juridique a évolué. Je ne sais dans quel sens, mais nos habitudes sont restées telles. Et c'est pour cela que chaque fois je dis, avant qu'on ne parle de loi, il faut que on écoute les sociologues d'abord pour comprendre. Puisque une loi, c'est juste un souhait. On veut que... C'est une normalisation. C'est une norme qu'on érige. Mais avant que la norme soit érigée, il faut que des personnes habilitées puissent nous dire, voici, par rapport à telle norme ou à telle chose, voici le comportement que les gens ont. Et c'est pour cela que chaque fois je dis, on a l'obligation d'écouter désormais beaucoup plus les anthropologues, les ethnologues et les sociologues sur les questions de législation pour éviter un certain nombre de problèmes. J'ai l'impression qu'on a adopté un cadre juridique qui n'est pas en harmonie avec nos réalités sociologiques. Le peuple béninois, me semble-t-il, n'est pas encore suffisamment mûr pour comprendre que les intérêts républicains sont au-dessus des intérêts personnels. La position de Maître Humbedi, c'est une façon de dire, il y a des horizons qui se présentent à nous. Il faut que nous ayons une voix. Se repositionner comme ça, peut-être que le message que Humbedi est en train de faire passer, c'est qu'on ne peut pas désigner le prochain candidat au sein de la mouvance sans l'avis du PRD ou sans le consentement du PRD. Le PRD a juré ne plus jamais faire de l'opposition. Ne l'oubliez pas. Et si demain, je présume il faut aussi considérer cette hypothèse, que la mouvance actuelle perde le pouvoir. Imaginez la suite. C'est ça, ce sont les prémices qu'on voit déjà. Donc, les gens aujourd'hui ne sont pas forcément ensemble pour des convictions ou pour des idéaux. Pour le moment, ce sont les intérêts qui les réunissent. Et ces intérêts-là peuvent les départager à un moment donné. Et donc, je crois que c'est le jeu auquel on a l'habitude de nous adonner qu'on continue. Rudolf Focal, progressivement. Vous voulez réagir par rapport à ce que vous avez entendu. Wilfried, quelques mots avant de passer au prochain sujet. Alors, Maître Humbedi et son PRD dans l'UPR, c'est comme le mouton qu'il a vendu en tenant la corde. Il tient toujours son mouton en laisse, quoi. Il ne l'a pas complètement laissé là-bas. Et puis, bon, on est à l'approche de nouvelles échéances. Quoi qu'on dise que le système partisan fasse que le PRD ne puisse plus exister en tant que formation politique, personne ne peut ravir la vedette à Maître Adrien Humbedi dans l'Ouémé. Ouémé Plateau là-bas, bon, ils vont tout faire, mais il est indétrônable. S'il revient, il retient, il récupère son logo et il dit que bon, le PRD existe toujours, ça veut dire qu'il a un moyen pour négocier politiquement avec les proches, comment dit-on, les tendances qui vont se présenter pour la prochaine élection. Alors que s'il laisse le logo sur le baobab là-bas, il n'a plus aucun moyen de pression sur qui que ce soit. C'est ce qui sera décidé là-bas qui sera obligé d'accepter. Mais si son PRD revient à la maison, c'est comme une fille qu'il a envoyée en mariage et il y a plusieurs autres prétendants et il dit, reviens à la maison, on va trouver l'homme qui sera le plus offrant,
à la prochaine échéance qui s'annonce, on va trouver l'homme qui sera le plus offrant et puis on te donne à cet homme-là un temps en attendant que les choses changent encore. Donc c'est un jeu. Maître Adrien Humbedi est fidèle à lui-même, comme j'ai l'habitude de le dire. Et son PRD va lui revenir. Il va voir sur la scène, si c'est les candidats de la mouvance qui sont le plus en vue de gagner la prochaine élection présidentielle, peut-être qu'il va laisser le PRD aller quelque part en maintenant son logo. Si c'est dans l'opposition qui trouve des candidats sérieux, il va négocier avec l'opposition. Donc, c'est juste ça. Donc, il faut s'attendre à de véritables bouleversements dans les jours ou dans les mois à venir. Forcément. Tout peut arriver. Forcément. S'il récupère son PRD là, les gens, qui que vous soyez, vous serez obligés d'aller négocier avec lui si vous voulez avoir des voix dans Lomé Plateau. Parce que lui, il ne peut plus avoir de candidat. Il n'a pas de parti parce que légalement le PRD n'existe plus. Et puis, il ne peut pas se présenter parce qu'il est forclos, il a 83 ans. Donc, c'est quand même un outil de négociation qu'il veut récupérer pour peser sur le jeu électoral qui vient. C'est simplement le calcul que Maître Humbedi fait. Merci Rudolph Focal. On évolue dans cette émission. L'ancien ministre des Sports, Christian Enoch Laindé, a-t-il méconnu les tests? Il ne sait pas que la Cour constitutionnelle ne donne pas son avis lorsqu'il s'agit d'un simple citoyen qui saisit la haute juridiction par rapport à des questions sensibles comme celles qui portent sur la Constitution. Parce que Enoch Laindé demande à la Cour de se prononcer par rapport à l'avènement d'une nouvelle République et par rapport à l'avènement d'une nouvelle Constitution et surtout de se prononcer par rapport à la possibilité qui pourrait être donnée à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, de se représenter en 2026, quand bien même Patrice Talon a dit qu'il n'est pas partant. Commentaire. Tandino Hassani. Moi, ça m'étonne que Christian Laindé, qui a été ministre dans ce pays, n'ait pas compris que pareille chose n'est pas faisable. Et il a méconnu les tests. Il a méconnu les tests. Il a confié sa requête à un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui a fait le droit tout de même. On porte ce dossier-là vers la Cour sans se dire, une fois arrivé là-bas, on va nous retourner encore notre copie pour nous dire, mais niet, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous pensez, est-ce que les gens lisent vraiment les tests que nous votons dans ce pays? Ils ne lisent pas. Le constat, de façon générale, les gens ne lisent pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand ça se présente comme ça, des juristes montent au créneau. Et 5 juristes, nous avons lu dans la presse, 5 juristes ont déposé un recours avec des arguments à l'appui pour dire que notre Constitution ne prévoit pas un référendum consultatif sur cette question, ni ne prévoit pas que l'on donne son avis sur une telle question. S'il doit y avoir avis, ça ne peut que venir du président. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'attirer l'attention sur sa personne, surtout qu'on ne l'entend plus jamais, on ne l'a même plus jamais entendu dans ce Oui, pays, mais s'il faut attirer l'attention sur sa personne, tel qu'il le fait... Moi, ça a permis à des gens de dire à la presse de parler de Christian Enoch Laindé, non? Mais quel est le gain? Qu'est-ce qu'il en gagne? Quel est le gain? Moi, je ne vois pas le gain. Je ne vois pas du tout Maurice Guédénon. Je pense que c'est sur cet aspect qu'il faut beaucoup plus analyser la requête de Maître Enoch Laindé. Vous l'aviez dit. Il n'est pas maître. L'ancien ministre, je vous l'ai dit, Christian Enoch Laindé. Vous savez, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus jamais entendu, qu'on ne parle plus de lui, mais il faut le ressusciter. C'est un acteur politique, même si on le voit plus longtemps, plus il a été ministre quand même. Il demeure toujours été ancien candidat à des élections. Est-ce qu'il n'a pas réussi quand même à attirer il a réussi. Quelques attentions sur lui? C'est là, moi, je veux dire, quel est le gain? Le gain, c'est ça d'abord. C'est que aujourd'hui, vous lisez les journaux, vous suivez les médias, on ne fait que parler de lui, de Christian Enoch Laindé. C'est d'abord ça, sa visibilité. Il a réussi à attirer à ce que tous les projecteurs soient sur lui. Et dit qu'il a méconnu les tests. Peut-être que lui, ce qu'il a envie de faire, il a atteint son objectif. C'est de tout faire pour que les projecteurs soient braqués sur lui, et il a réussi à l'avoir, parce que demander à un avocat de l'aider à rédiger une requête, et alors qu'on sait bien
qu'en tant que citoyen, on ne peut pas demander à la Cour de donner son avis. Alors, si ce n'est pas pour dire à la Cour que par rapport à une décision, il y a inconstitutionnalité, c'est pas ça. Et c'est pas dans cette figure qui s'est retrouvée. Donc, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est de s'attirer un peu, c'est de se donner une certaine visibilité. Il a réussi à l'avoir. Et il a profité du débat qui se fait pour déposer un recours pour que les gens en parlent et puis pour qu'on l'entende. Et je pense que son objectif, pour moi, c'est parce que à son rang social, son niveau, et demander l'avis ou l'accompagnement d'un avocat, il doit savoir que la Cour ne peut pas aller ne peut pas peut-être qu'il ne le sait pas. Non, mais Wilfried Awassou, de son rang. Peut-être qu'il ne le sait pas. Bon, peut-être, mais j'en doute. Et très fort, parce que avant de saisir la Cour, il n'est pas quand même un citoyen, même s'il n'est pas un citoyen ordinaire, quelqu'un qui ne connaît rien. Tout au moins, il a un conseil d'avocat, parce que pour avoir Est-ce que les gens lisent dans ce pays? Non, mais quand même, les avocats, tout au moins, doivent l'aider à savoir si ce qu'il veut faire, il est en mesure de le faire, il a le droit de le faire, il doit savoir s'il est compétent. Est-ce que sa requête va prospérer? Oui, est-ce qu'il est compétent de saisir la Cour pour demander à la Cour de nous dire... Mais vous connaissez qui s'est fourvoyé, hein? Oui, au-delà du gain politique dont parlent certains. Hein? Oui, vous savez, à un moment donné, même certaines personnalités ont à une fois donné saisi la Cour pour que la Cour donne un avis interprétatif. À des moments donnés, je me rappelle bien, moi j'ai interrogé un juriste qui m'a dit, mais Maurice, ne l'oubliez pas, en 2021, un président de l'Assemblée nationale a demandé un avis comme ça à la Cour. La Cour a dit non, vous n'avez pas le droit, parce que c'est pas de votre ressort. Un président de la Sénat aussi a demandé à la Cour de lui faire certaines interprétations. La Cour a dit non, s'il n'y a que le président de la République qui peut me saisir pour avis. Donc, à un moment donné, parfois, certaines personnalités nous dirigent, mais méconnaissent les thèses de la République. Jacques Manassé, est-ce qu'on ne peut pas dire par là que dans ce pays-là, on a beaucoup de plaintes par rapport à la lecture des lois que nous votons? Non? Est-ce qu'on n'a pas des plaintes? D'espèce, c'est un homme politique. L'AND, après tout, il ne faut pas l'oublier. Il fut ancien candidat à la présidentielle. Donc, il sait ce qu'il a fait. Et se fait assister d'un avocat, c'est comme si on dit que l'avocat également méconnaissait la loi. Donc, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Non, il est dans un jeu. J'ai l'impression, est-ce que vous voulez dire? J'ai l'impression que c'est fait exprès pour porter plus haut le débat autour de la nouvelle République. Pour preuve, vous allez constater que des gens ont commencé par sortir. Ceux qui, juste là, n'ont pas voulu se prononcer, ont commencé par parler. Et je le disais, il faut qu'à un moment donné, ce débat, même si l'actuel chef de l'État n'est pas demandeur et qu'il a toujours dit qu'il ne veut plus d'un nouveau mandat parce que la Constitution ne lui autorise pas, c'est le moment de faire ce débat. Et je crois que l'intérêt pour ce recours, c'est d'abord susciter un grand débat au sein de l'opinion. Mais la Cour n'est pas allée au fond de sa requête. Hein. Vous allez constater que juste après sa requête, il y a eu d'autres requêtes qui ont suivi. Il a fallu qu'il fasse ça pour que d'autres requêtes suivent. Et le 13 prochain encore, la Cour va statuer encore sur le même sujet. La Cour n'a pas fini. Il a fallu qu'il fasse ça pour qu'il y ait d'autres requêtes. Et à un moment donné, requête sur requête, la Cour finira par trancher. Et c'est l'importance de l'acte que Christian Enoch Lainde a posé. Pour moi, il a suscité le débat à un haut niveau. Amener ceux qui ne voulaient pas ou ceux qui banalisaient le sujet a fini par se prononcer sur le sujet. Et c'est tout moi mon souhait. Que le débat se fasse pour que chacun soit situé une fois pour toutes. Rudolf Focal, le comportement de Christian Enoch Lainde et la réponse apportée par la Cour constitutionnelle à sa requête, la Cour a déclaré irrecevable
la requête de l'homme. Quelle analyse faites-vous de ce rejet? Alors, je suis à 100% d'accord avec Jacques. Je pense que l'AND savait très bien ce qu'il faisait. Il savait que son recours serait irrecevable parce qu'il n'a pas de qualité à saisir la Cour déjà, il le savait très bien. Et puis bon, si on estime que lui, à son niveau, il a été ignorant des tests, l'avocat qu'il a pris quand même ne pouvait pas ignorer ça parce qu'il y a des jurisprudences. Il a rappelé tout à l'heure, Maurice, le cas du président de l'Assemblée nationale, du président de la Sénat. La Cour leur a répondu, vous n'avez pas qualité à me saisir pour demander l'interprétation de la Constitution. C'est seul le chef de l'État qui peut demander mon avis sur ces questions-là. Donc, ils le savent. Donc, il est dans un jeu. Parfaitement, il est dans un jeu. Ces questions-là, c'est réglé par des étudiants en droit. Normalement, qui peut saisir la Cour? Les citoyens saisissent la Cour seulement pour des questions de droits de l'homme et autres là, mais des questions aussi importantes. Demander un avis, c'est uniquement du ressort du chef de l'État, parce qu'on dit que la Cour en rend compte à l'autorité. Quelle est l'autorité de la Cour? Mais ce débat autour d'un éventuel mandat pour le chef de l'État, alors que ce dernier n'est pas demandeur, est-ce que c'est pas un débat de plus? Est-ce que c'est pas un faux débat? Bon, on a l'habitude de voir, c'est pas nouveau, hein, avec Kérékou en 2006, c'était la même chose. Yahi 2016, la même chose. Talon, bon, moi, quand je fais un peu la lecture, le président, moi, je peux me tromper, mais j'ai la conviction qu'il va s'en aller. Mais le dire tout de suite, ça va démobiliser sa troupe. Donc, il faut maintenir le suspense jusqu'au dernier moment. Et comment maintenir le suspense? Faire croire à tout le monde que j'ai la possibilité de repartir. Vous voyez? Donc, on agite le débat pour que les gens restent... ceux qui seront distraits vont être distraits. Ceux qui seront concentrés derrière le président jusqu'au moment où il leur dira « Voici mon dauphin ». Parce que s'il le dit tout de suite maintenant, il n'y a plus d'enjeu. Ceux qui vont quitter la barque vont s'en aller et puis tout va partir en vrille. Certainement, il n'aura plus les coudées franches pour diriger le pays. Donc, pour que... On verra qu'il est finissant. On verra. Qu'il est fini. Non, il est fini. Pas finissant, il est fini. Il est fini. C'est comme quelqu'un qui agonise. On sait que dans tel nombre de jours, de mois, il va mourir. Donc, on maintient un peu le suspense. On maintient le suspense jusqu'au dernier Sinon, moment. on peut dire, mais je ne veux plus entendre ce débat. Je donne l'exemple du Niger en 2016, quand le président Issoufou finissait. Il y a des jeunes qui ont demandé au président, oui, parce que tu es bon, tu as fait ci pour le pays, il faut que tu continues. Alors qu'il vient de finir ces 2 mandats. Mais c'est un procureur qui s'est auto-saisi de la question pour condamner ces jeunes-là. Et puis on n'a plus jamais entendu parler de ce débat. Et quelques mois après, le président a choisi son dauphin qui est Bazoum. Et bon, il a demandé à tout le monde dans son parti de soutenir la candidature. On a soutenu la candidature, ils ont battu campagne, Bazoum a été élu. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais ici, étant donné la fragilité du système, parce il y a des gens qui restent là parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le jour où ils sauront que c'est fini, il n'y a plus d'enjeu, certainement qu'ils vont s'en aller. Vous voyez, bon, oui, ceux qui ont tenté comment dit-on, de ne pas être disciplinés dans les formations politiques ont été sanctionnés parce qu'on dit que vous violez la charte, la réforme du système partisan, que c'est que ça. Mais si le jour où le président Talon va dire « tel est mon dauphin » et que les autres ne l'acceptent pas, là, ce que vous appelez réforme du système partisan sera tellement éprouvé qu'il n'existera plus. Moi, je parie. Donc, c'est pour ça que on maintient le suspense. On dit oui, possibilité de 3e mandat. Sinon, en 2016, quand la ministre Fatoumata Amadou Djibril avait dit oui, le président Yahi pouvait faire, mais la Cour Olo a tranché, a tué le débat. La Cour a tranché pour dire non, vous ne pouvez pas dire ça parce que la Constitution table uniquement sur 2 mandats et ces 2 mandats sont finis. Depuis ce jour, plus personne n'a parlé de 3e mandat. Donc, et je me dis, oui, la Cour s'est déclarée incompétente. Mais pourquoi aussi elle ne se donne pas la responsabilité de dire, la Constitution dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels de sa vie et que ce débat-là doit être clos.
La Cour a la possibilité de le faire. On a vu des exemples dans ce pays où la Cour a été saisie d'un autre sujet et a profité pour clarifier le débat, alors que la personne qui l'a saisi n'avait pas qualité à la saisir. Ça s'est déjà passé. Alors, pourquoi la Cour ne prend pas la responsabilité de clarifier le débat? Pour taire cette polémique à jamais. À jamais. Pourquoi elle ne prend pas cette responsabilité? Donc, moi, à mon fort intérieur, je pense qu'il est anguille sous roche, quoi. Il y a anguille sous roche. Alors, le dernier sujet, c'est vrai qu'on l'a abordé petitement. Patrice Talon qui rêve d'être porté en triomphe à la fin de son quinquennat en 2026. Quelle proposition? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est vrai que l'homme, il fait son boulot. C'est Dandino Hassani, Patrice Talon, qui rêve d'être porté en triomphe. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Vous venez de le dire, il fait son boulot. Il faut que le président continue son boulot. Son boulot, continue de travailler. Inutile d'entretenir des polémiques autour de la fin de son mandat. Travailler à finir en beauté le mandat. Et il y a encore des réalisations à faire. Tous les jours, on nous annonce des projets, des routes à construire, des infrastructures à réaliser et autres. Ce travail doit continuer jusqu'au bout. Donc il reste imperturbable. Imperturbable. Par rapport au PAG. Oui, par rapport au PAG. Puisqu'il a dit à la fin, il voudrait que les populations disent, Président, vous avez fait le job, on peut vous appeler maintenant à Bono. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vous dis, pendant la campagne, j'ai dit aux populations, ne m'appelez plus à Bono, mais laissez-moi finir le travail. Et si je finis le travail, si je suis vraiment à Bono, vous allez le dire. Maurice Guédinon, le chef de l'État qui rêve d'être porté en triomphe, comment y parvenir? Oui, Frédéric Rasso, je suis sûr qu'à la fin de son mandat, Patrice Talon, en tout cas pour les réalisations qu'il a eu à faire, pour tout ce qu'on a vu sous ces deux mandats, de 2016 à 2026, je pense que les gens pourront le porter en triomphe. Maintenant, pour être davantage porté en triomphe, c'est sûr que il y a encore des aspects à améliorer, surtout au plan politique. Comment faire pour que les élections de 2026 s'organisent dans un climat apaisé, pour que tout le monde ait le sentiment que on caporalise pas les choses, on veut pas forcément faire passer. Il faut ouvrir la compétition. Et je pense quand même que ça a été annoncé qu'en avril prochain, le président va faire encore une tournée de reddition de comptes. Peut-être que pendant cette tournée de reddition de comptes, il va tenir compte de ce que les populations vont lui proposer. Oui, il faut ouvrir, il faut faire telle chose pour qu'à la fin, vraiment, les gens le portent en triomphe. Je voulais faire un petit crochet rapidement sur l'autre sujet, avant de laisser, en 30 secondes, bien sûr, Wilfried Awassou, par rapport à la lecture sur la question du troisième mandat que la Cour pourrait totalement régler. Mais je dis qu'on veut maintenir le suspense jusqu'à la fin, c'est aussi un risque, parce que si c'est à la fin que vous montrez que je ne serai pas candidat, voici celui que je vous Wilfried Awassou, ceux qui ont gardé et qui voulaient rien que Patrice Talon, vraiment à ce moment-là, s'ils ne trouvent plus celui qui sera désigné comme dauphin, s'ils ne le trouvent pas à gagner, ils vont partir, et c'est en ce moment ils vont perdre beaucoup d'acteurs qu'aujourd'hui, si on laisse ces acteurs-là se préparer eux-mêmes pour aller compétir en 2026. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que le bilan politique du président Patrice Talon, c'est ça qui est en défaveur. Sinon, tout le reste, on peut le féliciter, mais il faut qu'il améliore un peu sa gouvernance au plan politique, surtout au niveau des élections, parce je l'ai rappelé dans cette émission, on a vu ce qui s'est passé en 2019 quand on a organisé l'élection législative, on a vu ce qui s'est passé en 2021, on a vu tous les atermoiements qu'on a connus en 2023 quand il y a eu l'élection législative 2023. Il a fallu une décision de la Cour pour permettre à l'opposition, je vais parler notamment des démocrates, et pour aller aux élections. Donc il faut qu'en 2026 qu'on n'assiste pas encore à ces genres de situations, à ces va-et-vient, pour qu'on sache clairement qui sont capables, qui peuvent aller aux élections. Jacques Manassé, la même question s'adresse à vous. Patrice Talon a certainement sa stratégie pour être porté en triomphe.
Moi, j'ai toujours Est-ce qu'il est sur le bon chemin? J'ai toujours dit Est-ce qu'il est sur le bon chemin? J'ai toujours dit que porter Patrice Talon en triomphe, c'est élire son dauphin. Et ça, beaucoup ne le perçoivent pas. Si jamais son dauphin échoue, il a beau être ultra populaire, il n'aura pas été porté en triomphe. Et ça, il en est conscient. Et peut-être que la sortie, il y a une semaine, de Maître Adrien Humbedi participe à cette stratégie. Qui sait? N'oubliez pas, Adrien Humbedi, c'est un allié. Et Patrice Talon était chez Adrien Humbedi il n'y a pas si longtemps que cela. Et quand vous regardez, quand vous observez les caciques qui sont autour de Patrice Talon, je veux parler de Adrien et Amosou Bruno, Abraham Zinohe et autres, ils n'ont pas réagi. Donc, moi, je crois que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour cela que je vous dis, chaque acte ou chaque truc là d'un homme politique, il y a toujours un gain derrière que nous ne percevons pas de tout de suite. Et donc, Patrice Talon veut être peut-être porté en triomphe, mais cela, ce n'est pas seulement au niveau de ses réalisations. Et peut-être que l'abra-palabre dont parle Adrien Humbedi sera la porte pour porter en triomphe Patrice Talon. Qui sait? Et donc, toutes les stratégies... Actuellement, tout ce que moi j'observe, je vois une stratégie autour. Et c'est pour cela que je dis, ça ne devrait pas faire l'objet de controverses. Nous ne devrions même pas mettre nos émotions dans ces choses-là. Observons de près pour comprendre ce qui se passe et pour voir où vont ces acteurs. Ce n'est pas anodin tout ce qui se fait en ce moment. Et nous sommes en 2025. Ce sont des calculs. Ce sont des calculs. Et moi, je trouve, vous allez observer, quand on observe un peu la sociologie électorale au Bénin, ce n'est pas forcément les candidatures annoncées à plus d'un an avant les échéances qui prospèrent. C'est peut-être à 6 mois, à 7 mois, 8 mois. Patrice Talon lui-même, c'est en septembre 2015 qu'on a su officiellement qu'il serait candidat, même si déjà à partir de mai, juin 2015, il se chichirait déjà qu'il pourrait être candidat. Et donc quand la vous voulez dire que le Béninois aime l'homme neuf, entre griffes, hein? Oui. Le Béninois aime l'homme neuf. Et il ne faut pas oublier, Patrice Talon a dit, depuis 90, aucun parti politique n'a pu porter un candidat à la tête de ce pays. Et son challenge actuellement, c'est de faire en sorte que le prochain président soit issu des partis politiques en place. Et lorsque cela va s'accomplir, ça veut dire que réellement, il est porté en triomphe, selon moi. Rudolf Focal, le chef de l'État Patrice Talon, il est vrai, il ne sera pas candidat en 2026 selon la Constitution. Alors, tout ce que veut un homme, tout ce que veut une personnalité, un dirigeant, c'est quand même d'être applaudi à la fin du mandat, à la fin du quinquennat. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au chef de l'État? Est-ce que l'homme est vraiment sur la bonne voie? Oui, ça c'est une bonne question à poser aux populations dans le pays. Bon, je ne voudrais pas répondre à cette question. Vous ne voulez pas vous aventurer? Au risque de me tromper, parce que, bon, moi, selon ma perception, si vous voulez... En tant que citoyen? En tant que citoyen, si le président Talon va être porté en triomphe, il reste des choses à faire encore. Parce que quand vous sortez, vous entendez les complaintes dans la ville. Peut-être que c'est dans mon environnement seulement que ça se passe comme ça et qu'ailleurs les gens sont contents. Mais bon, c'est une sorte de morosité. Les gens n'ont plus vraiment espoir. Et puis bon, ils sont dedans comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans ces conditions, c'est difficile de porter un dirigeant en triomphe. C'est ça qui est la vérité en fait. Maintenant, vous voulez dire que les gens se sentent embastillés quand bien même ils ne sont pas en prison? Bon, pas embastillés. C'est les conditions de vie, le social dont on a beaucoup parlé, qui n'a pas été au rendez-vous tel que les gens le souhaitent. Il y a des choses qui ont été faites, hein, mais pas à la hauteur. Le hautement social qui a été promis. Le hautement social, peut-être, c'est le moyennement social qu'on a trouvé. Il reste que ça monte un peu encore. Tu vois, vous voyez un peu. Donc,
Dans ces conditions, c'est difficile de porter un dirigeant en triomphe. Maintenant, ce que disait Jacques tout à l'heure, peut-être, il voulait clairement dire que Maître Adrien Roumbédié a tendu la perche au président Talon pour organiser peut-être ce dialogue national que l'opposition souhaite depuis très longtemps. Ça aurait été la meilleure manière pour le président d'être porté en triomphe. Effectivement, si on arrive à avoir ce genre d'assises. Et bon, moi, si j'avais un conseil à donner au président, il n'y a pas mieux de convoquer tous les acteurs politiques, de faire comme Kérékou l'a fait en 89-90. Il n'y a pas meilleure manière pour lui d'être porté en triomphe actuellement. Mais je doute fort que ça arrive. Connaissant un peu le personnage, ayant entendu ce discours, même s'il ne faut pas désespérer des hommes qui peuvent changer à tout moment, ça serait difficile que le président Talon réponde à cet appel pressant, venant aussi bien de la population que de la classe politique de l'opposition. Maintenant que Maître Adrien Roumbédié, qui est un homme du système, en parle aussi, ça veut dire que le besoin est effectivement pressant. Donc oui, le président Talon, comme le disait Maurice, a fait beaucoup de choses dans ce pays. Les infrastructures que nous voyons, beaucoup de réalisations sur le plan infrastructurel, mais son bilan politique est quand même en demi-teinte, même en deçà, parce que comme vous voyez tous ceux qui sont en exil aujourd'hui, les opposants qui sont derrière les barreaux et qui continuent d'y aller, je pense qu'on peut mieux faire pour arranger son bilan. C'est sur ce plan-là que moi j'appelle le président à faire un geste, quoi. Ceux qui sont en prison depuis des années. Un geste d'apaisement. Oui, les Rekia Madougou, les Joël Aïvor, au moins on peut trouver un moyen de les élargir pour détendre l'atmosphère, parce qu'on en a vraiment besoin. Son mandat n'est pas terminé, il lui reste encore 1 an, il lui reste beaucoup de choses à faire. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Pour mieux faire. Et puis, on ne perd pas espoir, même si on sait que le président Talon est un personnage droit dans ses bottes qui n'écoute pas toujours ces complaintes qui montent de la population concernant ces acteurs politiques. Il se pourrait qu'il soit inspiré, qu'il ait la grâce, qu'il fasse, qu'il comprenne que c'est dur pour toutes ces personnes qui sont surtout derrière les barreaux et qui ont dû quitter le pays depuis des années, qui ont des choses ici qu'ils ont abandonnées. On a besoin de tout ce monde-là pour que le pays respire à nouveau tel qu'on connaissait le Bénin.